Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce dernier rendez-vous de l'actualité de l'année où nous aurons l'occasion de traiter un sujet central, celui de la dette sociale, tant central encore plus en ces temps de discussion autour du PLFSS. Karine, qu'est-ce qui se joue autour de ce sujet de dette? Merci Tom. Les files d'attente s'allongent devant les hôpitaux, où des médecins soignent à la chaîne. Dans les campagnes, les vieux travaillent jusqu'à leur dernier souffle, faute de pension. Un cancer, une fracture, les familles vendent de leurs biens, empruntent. Les assurances privées, réservées aux 10% les plus riches. Les autres espèrent ne pas tomber malades. Les enfants meurent encore de tuberculose, les mères accouchent sans suivi, et l'espérance de vie est faible. Bienvenue en France, ou plutôt la France de 1945. Cette dystopie, vous la connaissez. C'est celle que vos grands-parents ont vécue, ont connue. Celle qui a poussé, il y a 80 ans, des hommes et des femmes, épuisés par la guerre, à croire à un pacte social révolutionnaire, imaginé par le Conseil national de la résistance et porté par Pierre Laroque, la sécurité sociale. Un système où chacun cotise selon ses moyens pour que tout soit protégé, sans distinction. Grâce à elle, l'espérance de vie a bondi de 20 ans. La pauvreté des seniors a été divisée par 3 et la maladie n'est plus une condamnation à la ruine. Pourtant, aujourd'hui, ce modèle est menacé par son propre succès. La dette sociale restante à absorber, 138 milliards d'euros en 2024, une augmentation de 37% depuis 2019. Les déficits s'enchaînent depuis 2020, transformant une dette temporaire en un gouffre structurel. Mais comment en est-on arrivé là ? Entre vieillissement démographique, ralentissement économique et promesses politiques non financées, le système craque sous le poids de ses contradictions. Faut-il le réformer en profondeur, au risque de briser son universalité, ou trouver des solutions pour le sauver tel quel? Une certitude, abandonner la Sécu, ce serait revenir à l'insécurité d'avant 45. Mais la laisser s'endetter indéfiniment, c'est hypothéquer l'avenir des générations futures. Merci Karine. À ce titre, l'équilibre des finances sociales est un enjeu majeur pour la dette sociale française et plus largement probablement pour la pérennité de la protection sociale française. Cette sécurité sociale résulte d'un modèle historique basé sur les cotisations sociales qui s'est progressivement heurté à des transformations profondes, qu'elles soient démographiques ou économiques, telles que le vieillissement de la population, la baisse de la natalité, la précarisation de l'emploi ou encore le chômage qui est devenu de plus en plus structurel. Pour rappel, la dette sociale est l'une des 3 composantes de la dette publique française, avec celle de l'État, qui représente environ 80% du montant total de la dette, et celle des collectivités locales, qui représente environ 8,3% du total. S'agissant des organismes de sécurité sociale, elles représentent en 2025 un stock de dette d'environ 140 milliards d'euros, porté par la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette dette sociale, certains la voient même comme une notion plus large, qui comprendrait également une partie de la dette publique, donc la dette de l'État, qui est consacrée au financement des prestations de protection sociale. On peut citer le RSA, l'AAH, l'ASS ou encore le régime de retraite des fonctionnaires. C'est notamment l'hypothèse avancée par Nicolas Dufourc dans son ouvrage « La dette sociale de la France de 1974 à 2024 ». Ce périmètre élargi pourrait alors recouvrir jusqu'à 2000 milliards de dette publique, soit près de 57% de la dette publique globale. À ce titre, face à l'ampleur de la dette sociale actuelle, nous allons essayer de vous présenter quelles solutions peuvent permettre de limiter l'endettement afin de préserver notre système de protection sociale. À ce titre, dans un premier temps, nous verrons les racines du cantonnement de la dette sociale, un outil de responsabilisation pour éviter la banalisation des déficits sociaux. Et puis nous verrons dans un second temps la nécessité qu'il y a à préserver la légitimité et la soutenabilité du système de sécurité sociale français face aux déficits récurrents. Karine, dans un premier temps, présente-nous un petit peu le système ad hoc qui a été utilisé pour responsabiliser les assurés sociaux. Merci Tom. Effectivement, pour faire face au premier déficit conjoncturel, un système ad hoc a été spécialement conçu afin de responsabiliser les assurés sociaux dans la gestion des comptes sociaux. Donc pour rappel, depuis sa création en 1945, la sécurité sociale reposait sur un équilibre contributif vertueux, des cotisations sociales proportionnelles au salaire assurant un lien direct entre efforts individuels et droits acquis. Dans un contexte économique porteur, croissance économique, plein emploi, baby-boom, ce modèle fonctionnait parfaitement. En 1960, le ratio était de 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il n'est plus que de 1,8 et les projections pour 2050 annoncent une inversion inquiétante. Dans les années 70-80, les premiers signes de fragilité apparaissent dans le système de sécurité sociale. Plusieurs facteurs structurels viennent bousculer son équilibre financier. D'une part, le marché du travail se dégrade progressivement.
le chômage structurel s'installe, réduisant la base des cotisants, tandis que la précarisation de l'emploi se développe avec l'essor des contrats à durée déterminée et du temps partiel, limitant ainsi les recettes sociales. Parallèlement, la démographie française subit des transformations profondes, l'espérance de vie qui n'était que de 63 ans en 1945 et de 83 ans en 2024. Dans le même temps, la natalité diminue progressivement. Face à ces déséquilibres, les comptes de la sécurité sociale ont été gérés par des apports de recettes ou par des économies afin qu'ils ne créent pas de dettes à moyen long terme. La sécurité sociale n'a emprunté qu'à court terme pour la gestion de sa trésorerie en recourant au service de la Caisse des dépôts et consignations. À la charnière des années 92-93, une brève mais forte récession inattendue rompit cet équilibre. Les recettes se contractèrent fortement, la masse salariale stagna pour la première fois. Fin 93, le déficit cumulé de la sécurité sociale s'établit à près de 17 milliards d'euros. Donc, dans un premier temps, le FSV, Fonds de solidarité vieillesse, est créé à compter du 1er juillet 1994 par la loi de juillet 1993 portant réforme des retraites et financé principalement par 1,3 point de CSG pour rembourser cette dette. Il apparaît très vite que le Fonds de solidarité vieillesse n'est pas la structure adaptée. Il est alors décidé dans le cadre du plan Juppé de créer à compter de 1996 la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, qui la finance exclusivement, pour y transférer la dette de la sécurité sociale et la rembourser à horizon 2009. C'est l'idée d'un crédit remboursable qui vise à contribuer au financement de ceux qui ont, entre guillemets, bénéficié des déficits plutôt que les générations futures. Pour recontextualiser, dans l'esprit des concepteurs, il s'agissait d'en faire un outil de responsabilisation et de faire que cette nouvelle taxe pèse un peu. Donc elle incarne par 3 mécanismes. Donc elle est visible, contrairement à des taxes indirectes, elle apparaît clairement notamment sur les fiches de paie, rappelant à chacun que la dette a un coût. Elle est régressive parce que son taux est fixe de 0,5% pour tous, donc elle pèse davantage pour les classes moyennes, et d'une rigueur absolue. La CADES amortit sa dette à un horizon contraint, contrairement à l'État qui, lui, fait rouler sa dette sans horizon défini. Alors Tom, comment la CADES a-t-elle géré la dette sociale au fil des années ? Facialement, je le précise, plutôt mal. Pourquoi facialement ? Parce que les reports successifs de la CADES laissent à entrevoir une potentielle mauvaise gestion de cette dette. Si initialement elle était prévue pour s'éteindre en 2009, elle a été plusieurs fois prorogée pour atteindre une durée de vie actuelle à 2033 et qui pourrait même être prolongée. Mais pourquoi dis-je facialement ? Facialement parce qu'en réalité, si l'on regarde dans le détail, la CADES a toujours amorti les différents niveaux de dette qui lui étaient consacrés, avec des amortissements en période récente entre 17 et 18 milliards d'euros par an. Dans le détail, lorsqu'on regarde les différentes affectations de dette qui ont été effectuées, systématiquement, elles se sont suivies d'un plan progressif d'amortissement qui a été relativement bien suivi, qui pouvait donc permettre d'envisager même une extinction de la CADES à l'aune de l'année 2019 ou 2020. À ce titre, sur les 396 milliards qui lui sont actuellement affectés, elle en a déjà remboursé 258. Et d'ailleurs, à ce titre, c'est un effet vertueux sur les indicateurs du pacte de stabilité de Maastricht, puisque dans la mesure où les organismes de sécurité sociale remboursent leurs dettes, à la fois le principal, mais aussi à la fois les intérêts, mais aussi le capital et le principal, ça améliore la situation de la dette française à l'international. Et puis, dès 2019-2020, en réalité, on envisageait même une extinction de la CADES. Au-delà du rapprochement avec France Trésor qui s'était opéré en 2018, rapprochement qui a encore des traces aujourd'hui avec l'affectation et le statut juridique des personnels de la CADES, plusieurs rapports envisageaient l'extinction de la CADES comme une source d'évolution des mécanismes de sécurité sociale. On pourrait citer par ailleurs le rapport de 2019 de Dominique Libaud sur le grand âge qui envisageait de réaffecter la CRDS, qui alors ne serait plus affectée à la CADES puisque celle-ci serait éteinte, pour financer la branche autonomie, le financement de la branche autonomie. À ce titre, les perspectives de retour à l'équilibre de la CADES sont venues se heurter à un mur. Karine, que peux-tu nous dire à ce sujet ? Effectivement, Tom, on a tous été touchés en 2020 par la crise du Covid. Donc, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 a marqué un tournant historique dans la dégradation des comptes sociaux qui se doubla très vite d'une crise économique. L'URSSAF Caisse nationale, à ce moment-là, est appelée à financer plus de 30 milliards d'euros de besoins non couverts, au-delà de son besoin naturel de trésorerie.
Donc il devenait indispensable que la CADES reprenne sans tarder les déficits et réduise d'autant le besoin d'emprunt à court terme. Donc il y a 2 lois du 7 août 2020, donc la première loi, la loi organique, qui a permis de repousser la date d'extinction de la CADES à 2033, avec un principe clé qui est rappelé, c'est que tout nouveau transfert de dette vers la CADES doit impérativement s'accompagner d'une hausse de recettes afin de garantir que l'horizon 2033 soit respecté. Et puis la loi ordinaire du même jour qui acte le transfert de 136 milliards d'euros de dette sociale vers la CADES. Donc le déficit pour l'année 2020 atteint 39 milliards d'euros, un déficit record. Mais depuis, ces déficits sont récurrents. Donc depuis 2023, on constate notamment qu'il n'y a pas de vision de retour à l'équilibre comme lors des précédentes crises. Le HCFIPS, pourtant, recommandait en 2022 de distinguer la dette Covid de la dette non Covid, avec un amortissement qui serait flexible pour la dette Covid, plutôt qu'un horizon contraint pour les dettes sociales qui sont à peu près de 10 à 12 ans. Mais pourquoi les déficits sociaux atteignent-ils des niveaux records? Donc, la Cour des comptes, sur son dernier rapport en 2025, donne 2 raisons principales. Donc, il explique cette situation, d'abord, par des recettes qui stagnent dans un contexte économique atone, avec une croissance limitée à 0,7% du PIB cette année. La masse salariale privée ne progresse que de 1,8% contre 3,3% en 2024, ce qui réduit les cotisations sociales. S'y ajoutent des allègements de charges non compensés, comme les exonérations pour les bas salaires, qui aggravent le déficit. Et puis ensuite, les dépenses. Elles continuent de flamber. Le budget de la santé, l'ONDAM, progresse de 3,6%, bien au-delà de la croissance, avec des dépassements importants, 700 millions d'euros en soins de ville, tandis que les prestations sociales augmentent encore, de 3,7%. Un déséquilibre structurel et pas conjoncturel, comme le souligne la Cour des comptes. Cette dégradation n'est pas liée à une crise passagère, mais à un problème profond. Des recettes trop faibles face à des dépenses difficiles à contrôler, malgré quelques économies, comme le gel des plafonds des allocations familiales. Et une tendance reste préoccupante, avec un écart qui se creuse entre les ressources et les besoins croissants de la protection sociale. Aujourd'hui, l'URSSAF Caisse nationale est au bord d'une crise de trésorerie. Elle voit sa trésorerie fondre comme pendant le Covid. Bien que le budget adopté cette année lui ait permis d'emprunter sur un marché à peu plus long terme, 2 ans au lieu de 1, son plafond d'emprunt pourrait passer, si le PLFSS passe, de 65 à 83 milliards d'euros en 2026. À court terme, cela représente une plus grande marge de manœuvre dans la gestion de sa trésorerie. Le Sénat, lui, a proposé, quant à lui, un transfert de 15 milliards d'euros vers la CADES. Donc cette manœuvre est soutenue par le gouvernement qui vise à soulager effectivement l'URSSAF Caisse nationale en réduisant ses emprunts à court terme sur les marchés. Donc c'est qu'une solution temporaire pour éviter un risque de manque de liquidité, notamment pointé par la Cour des comptes encore en novembre 2025. Donc quels sont les problèmes aujourd'hui? On compte encore sur la CADES pour reprendre une partie de la dette, mais elle a une capacité limitée. Ce transfert ne résout pas les causes de déficit. La CADES, censée disparaître en 2033, est encore utilisée comme variable d'ajustement. Et prolonger sa vie nécessiterait une loi organique et un plan de redressement à long terme qui n'existe pas encore à ce jour. Donc, si rien ne change, 2 issues se dessinent. D'une part, l'URSSAF Caisse nationale connaît des tensions sur sa trésorerie qui peut être de plus en plus vive. Et puis, faute d'accord sur le PLFSS, pour 2026, le déficit pourrait bondir à 30 milliards d'euros selon la DSS. Et puis une étude remise au Premier ministre le 4 décembre dernier révèle aussi un besoin de trésorerie record pour la COS dépassant 100 milliards d'euros, donc un niveau inédit en dehors d'une crise. Et d'autre part, on normalise aussi la dette. En clair, si on normalise cette dette, on finit par briser le modèle historique de la sécurité sociale, la solidarité intragénérationnelle et non intergénérationnelle. Donc il y a 2 choix possibles, soit on agit maintenant, soit on accepte les déficits structurels. Donc Tom, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la pérennité du système et ainsi limiter la dette sociale? Tu l'as rappelé, Karine, le niveau de tension sur les finances sociales présente une réalité absolument concrète et palpable, celle d'un risque de difficulté de financement pour l'URSSAF Caisse nationale. Plus largement, ces tensions nécessitent à la fois de construire un consensus transpartisan, mais plus largement d'assurer la pérennité de ce système de protection sociale. À ce titre, il est possible d'envisager plusieurs mesures. Dans un premier temps, nous évoquerons des mesures qui sont plus d'ordre technique ou en tout cas organisationnel pour les branches de sécurité sociale dans leur gestion du risque. Et puis nous envisagerons aussi
des possibilités de responsabilisation accrue dans le cadre de la recherche d'un consensus plus partagé, plus transpartisan à ce titre. S'agissant des réformes techniques, qu'il s'agisse des deux hauts conseils au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou au Conseil du financement de la protection sociale, ils ont formulé un certain nombre de recommandations. S'agissant de la branche maladie, dans son rapport de 2022, le HCAM formulait plusieurs scénarios, qu'il s'agisse celui de l'augmentation des remboursements par l'assurance maladie obligatoire sur le versant complémentaire, celui dit de la grande sécu, ou encore sur le modèle de réaffectation du panier de soins sur les soins dits prioritaires pour réorganiser le panier de soins en fonction du type d'acte que l'on souhaite voir couvert par la sécurité sociale. Et puis, il y a un petit peu plus longtemps, Martin Hirsch, alors au commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté en juin 2007, proposait une autre solution, qui est celle du bouclier sanitaire. Celui-ci aurait pour objectif que le reste à charge laissé par l'assurance maladie obligatoire sur une année ne puisse pas être supérieur à un certain pourcentage du revenu annuel du ménage de l'assuré. Et alors, si ce pourcentage était atteint, sur le restant de l'année, l'ensemble du remboursement se ferait à 100%. Ces hypothèses, elles ont un seul objectif, à la fois permettre aux dépenses d'assurance maladie, nous l'avons vu, qui ne cessent de croître ces dernières années, de retrouver une dynamique d'augmentation plus semblable à l'augmentation des recettes qui se fait en parallèle, mais elles ont aussi pour objectif de redéfinir en partie le pacte qui fonde la sécurité sociale. Puisque si on prend l'exemple de ce bouclier sanitaire, il prend le risque de créer une forme de rupture d'universalité dans la mesure où certains assurés sociaux, puisque leur niveau de revenu est plus élevé, auraient un niveau de remboursement plus faible. Si politiquement cette proposition peut s'entendre, ça reviendrait tout de même sur le principe que vous connaissez tous, qui est que chacun reçoit selon ses besoins et non pas selon ses capacités contributives. Au-delà de la branche maladie, la branche retraite, dont on a connu récemment les réformes successives, qu'il s'agisse de celle de 93, celle de 2007 ou la plus récente en 2022, cette branche retraite pourrait aussi voir son fonctionnement évoluer au-delà des réformes paramétriques qui sont souvent relativement difficiles à faire adopter au regard de la tension sociale que l'on peut comprendre sur ces sujets. Des modèles peuvent nous inspirer. La Suède, la Finlande notamment ont mis en place des stabilisateurs automatiques. Si le recul sur ces types d'outils est relativement modeste, ces outils ont l'avantage de permettre un ajustement automatique à la fois du niveau de recettes et ou du niveau de dépenses en fonction de l'évolution socio-démographique, l'évolution du nombre de cotisants, l'évolution du nombre de pensionnés, sans devoir passer par une réforme à la fois potentiellement difficile à faire adopter, mais aussi créant potentiellement une rupture significative d'une génération à une autre. Et puis, s'agissant de ces finances sociales et de leur visibilité, probablement que l'outil des lois de finances de sécurité sociale peut être renforcé dans sa pluriannualité. Si ces annexes proposent déjà des projections pluriannuelles, le fonctionnement des LFSS, par essence, est centré sur l'année en cours, en tout cas l'année discutée, donc toujours l'année N+1 au moment de la discussion. Et cette composante peut laisser entrevoir certaines limites lorsque les évolutions sociodémographiques, elles, se font plutôt sur du temps long et moins d'une année civile sur l'autre. À ce titre, certains proposent même de renforcer les LFSS en intégrant l'ensemble des dépenses du champ social, celles que je citais un petit peu plus tôt, donc celles des départements et celles engagées par l'État, qu'il s'agisse du RSA, de l'AAH, etc., pour avoir une vision la plus transparente possible sur l'état des finances sociales et pas seulement sur les finances de la sécurité sociale, qui, vous le savez, ne sont qu'un pan de la protection sociale dans son ensemble. Tous ces débats, au-delà de l'arbitrage politique qui devrait être mené, pose la question du débat citoyen qui doit se poser sur la sécurité sociale. C'était d'ailleurs le sens d'une des recommandations du HCFIPS en 2022, qui recommandait, pour renforcer la cohérence entre objectifs et choix démocratiques, que des objectifs soient fixés démocratiquement avec des indicateurs synthétiques qui seraient alors la base au moment des discussions des rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale pour recentrer vraiment ce débat sur un socle partagé d'indicateurs synthétiques qui permettent d'avoir une vue la plus précise possible sur la situation de la sécurité sociale. On l'a compris à travers ces différentes propositions, il y a évidemment des éléments techniques qui se jouent, des éléments de gestion du risque, des éléments qui nous intéressent en tant que gestionnaire de la sécurité sociale, mais il y a probablement aussi un sujet citoyen qui est de celui de chercher à comprendre et à expliquer cette sécurité sociale telle que nous la connaissons. À ce titre, nous pourrions reprendre les mots de Pierre Laroque, qui, à l'occasion de son discours pour les 40 ans de la sécurité sociale, regrettait
le faible niveau de littératie, pour reprendre un terme de santé publique, dans la sécurité sociale. Il nous disait, je cite, « À aucun moment les bénéficiaires n'ont acquis le sentiment que les organismes chargés de la sécurité sociale étaient leur chose, qu'ils y étaient chez eux, qu'ils en avaient la responsabilité. » Probablement que ces mots de Pierre Laroque, qui ont déjà plus de 40 ans, nous disent quelque chose sur l'état de notre démocratie sociale. À ce titre, il regrettait même, pour nous, chers collègues, que nous n'ayons pas, en tant que gestionnaires, la mesure des enjeux qui se jouent au niveau de la sécurité sociale. Je le cite toujours, de cette citation est résultée naturellement une évolution dans l'esprit même du personnel des organismes qui a perdu progressivement l'ardeur, la foi qu'il animait dans la période d'élaboration de la sécurité sociale pour se distinguer de moins en moins du personnel d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. C'est là encore un échec certain, un lourd échec de l'effort de démocratie entrepris en 1945. Fin de citation. Au-delà de mon amour pour Pierre Laroque, le sujet est de comprendre en quoi la nécessité d'un consensus transpartisan doit passer à la fois par un débat éclairé et par une forme de démocratie, par une forme de portage de ce sujet. Des exemples locaux, comme celui des événements autour des 80 ans de la sécurité sociale dans la Loire, témoignent de la nécessité que nous avons chacun à notre échelle à porter les enjeux de sécurité sociale pour en faciliter d'abord la compréhension et probablement en faciliter pour chacun la possibilité de se saisir du sujet. Et puis, nous le voyons à l'image, nous pourrions nous réinspirer de l'idée de Philippe Séguin en 86, qui a organisé les États généraux de la sécurité sociale, présentés sous la forme de la baleine, à la fois pour le montant des dépenses et puis puisqu'il s'agit d'une espèce rare et protégée. À ce titre, plus largement, il y a probablement un équilibre à retrouver, celui que certains appelaient la règle d'or, l'équilibre entre les dépenses et les recettes de sécurité sociale. En quelques mots, nous avons essayé de vous montrer en quoi le système de sécurité sociale est probablement en partie à la croisée des chemins, s'agissant de son financement et de la gestion de sa dette sociale. Si la CADES a largement prouvé son utilité avec un remboursement rapide dans l'intervalle de 10-12 ans, systématiquement des montants de dette qui lui étaient affectés, et qu'il y a eu une réduction globale du coût de la dette publique grâce à cette CADES, où la prime de risque serait plus élevée sans la CADES, son modèle est menacé. Sans retour à l'équilibre à court terme, la CADES ne peut plus jouer son rôle et surtout il y a une forme, Karine tu l'as dit, de banalisation de la dette sociale. À ce titre, il y a urgence à prendre conscience de la fragilité de notre système de sécurité sociale. Nous avons tenté de l'exprimer. La dette sociale n'est pas simplement un indicateur financier. Elle relève la tension croissante qu'il y a entre un modèle de protection sociale universel et des dynamiques économiques et démographiques qui fragilisent son financement. Depuis les années 90, nous l'avons vu, la France a répondu par des ajustements successifs, qu'il s'agisse de la fiscalisation du financement, du cantonnement de sa dette sociale ou des différentes reprises de dette opérées par la CADES. Ces différents ajustements, ils ont permis de maintenir un niveau de protection sociale élevé, parfois au prix pour nos concitoyens d'une complexité accrue et d'une lisibilité réduite. De fait, la pérennité du modèle de protection sociale français suppose, à notre échelle, de dépasser ces réponses qui se voulaient incrémentales au fur et à mesure pour définir une stratégie cohérente, lisible et partagée par l'ensemble des acteurs. Karine, je t'en prie, le mot de la fin. Merci Tom. On l'a vu avec Tom, la sécurité sociale est un bien précieux. Donc que resterait-il de la France sans ce pacte invisible? Ce pacte invisible qui nous lie tous, qui lie un infirmier de Lyon, un entrepreneur de Bretagne, un étudiant de Lille, un retraité de Marseille. Donc sans ce pacte invisible, on serait un pays où la santé serait un privilège, la vieillesse une charge et la solidarité un mot vide. Donc on l'a vu avec Tom, la sécurité sociale n'est pas un simple dossier technique parmi d'autres. Il est important de la préserver. La préserver, c'est d'abord un devoir de lucidité. Il faut clarifier les comptes, distinguer l'urgent du structurel, nommer les choix. Et puis aussi, c'est ensuite un acte de courage, parce qu'il faut réformer, innover, oser la transparence. Et c'est enfin un serment de fidélité à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui nous suivront. À cette idée simple que la dignité ne se négocie pas, elle se garantit. Merci à toutes et à tous. On voudrait faire un remerciement particulier à Jean-Louis Rey, président de la CADES jusqu'en 2025, et à Monsieur Pierre Ricordeau, actuel président de la CADES, qui nous ont beaucoup aidés à la compréhension de ce sujet. Tout à fait, à dégrossir les sujets de dette sociale. Merci à tous pour votre attention.